chose. Donc c'est un ensemble de fonctionnalités majeures qui ont été rajoutées en 20.03, donc qui sont disponibles dans le dernier tag. Donc le dernier tag, je me base sur 20.03.8. Et on verra d'autres fonctionnalités qui sont en cours de développement après sur une autre instance. Ou alors dont le tag n'est pas encore publié, puisqu'il y a un tag qui sort début août, le 6 ou le 7. Donc pour commencer, on va voir qui est dans les contacts. Donc dans les contacts, deux implémentations. La première, la fonctionnalité export de contact. Donc sur le panneau droit, gauche pardon, de l'application, quand vous êtes connecté sur les contacts, vous avez toute une série d'actions. Hein, vous en avez déjà vu depuis la 20.03. Le paramétrage, le comportement, la complétude, les champs personnalisés. Vous allez trouver maintenant, depuis quelques tags, l'export des contacts. Donc avec une interface que tout le monde connaît, enfin que la plupart connaissent, puisque c'est à peu près la même que celle que vous trouvez dans les manettes, dans les listes de résultats. Hein, donc je sélectionne mes champs. Là, je prends tout là. J'exporte en CSV. Voilà. J'ouvre mon CSV. Voilà. UTF-8. Tout est bon. Clac. J'ai mes contacts en ligne dans l'ordre où j'ai demandé l'exportation des données. D'accord ? Voilà. Autre chose, la gestion de doublons. Donc ça, c'était une fonctionnalité qui était un peu chaotante dans les versions précédentes. Complètement réécrite aujourd'hui. On va pouvoir gérer les doublons en fonction de critères qu'on va indiquer au logiciel. Les critères positionnés par défaut aujourd'hui, on considère qu'un doublon, c'est si j'ai le même nom et la même organisation. L'organisation, c'est la raison sociale, la société, les dénominations, tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, par défaut, il me propose deux critères, mais je peux très bien ajouter d'autres critères parmi tous les champs, y compris les champs personnalisés. Là, si je lance une recherche tout de suite, là, sur nom organisation, par défaut, bah là, il va me trouver un bloc de doublons. Il me trouve deux doublons, enfin un doublon, du coup, enfin, deux doublons, sur lequel il me propose d'agir. Donc, pour agir sur un bloc de doublons, le bloc est grisé, là, j'appuie simplement dessus avec la souris. Il va me proposer les fiches qu'il considère, enfin, par rapport à ma requête, hein, évidemment, comme des doublons. Donc là, j'avais demandé l'organisation. Donc là, on trouve bien Apple des deux côtés et le nom. Je trouve bien Jobs des deux côtés. Seulement, j'ai une fiche avec une complétude verte, correspondant à mes critères, et une fiche orange. Donc là, je vais lui demander de fusionner les deux, puisque là, c'est un contrôle. Je fusionne. C'est-à-dire que j'indique le contact cible. Donc là, je vais dire que je prends celui-là, puisque le taux de complétude est vert. Je vais fusionner celui-là. Donc le logiciel me montre les données qui vont être ajoutées à partir du doublon. Donc le doublon n'écrase jamais une donnée présente dans la cible, mais rajoute des données. Donc ici, je vais avoir des données, ici des données personnalisées, qui vont être ajoutées à la fiche. Donc voilà la mécanique. Je pourrais très bien aussi dire, si j'ai plusieurs contacts, d'exclure ce contact. Là, ça n'a pas un grand intérêt puisqu'il y a deux fiches. Mais je peux très bien manuellement dire que ça, c'est un faux positif, c'est-à-dire que dans ma requête, ça, il apparaît comme doublon, mais pour moi, ce n'en est pas un. Je le reprends et je fusionne. Bien sûr, cette mécanique reprend, si dans les courriers, un document était associé au contact fusionné, ça va reprendre le contact cible. D'accord ? En cours de fusion. Donc ici, j'ajoute tous mes critères. Les critères pertinents, ça peut être l'email. On va faire juste un petit
un petit test avec le courriel. Bon, le courriel, c'est facile, hein, il y a pas mal de doublons. Donc là, il va juste me montrer, par rapport à mon critère, sur les courriels, voilà, toutes les adresses, toutes les contacts, pardon, qui ont un courriel identique. Nous allons passer sur les champs personnalisés avec les champs de type requête. Donc là, ça se passe dans les champs personnalisés. Ici, j'ai défini, donc on va définir à partir d'un champ personnalisé qu'on va pouvoir choisir sur la droite. Il y a des champs plus ou moins pertinents, hein, pour ce type de champ à la requête, hein. Par exemple, si je prends une liste déroulante, c'est un des plus pertinents. Ici, je vais pouvoir la configurer. D'accord. En lui indiquant son libellé. Par exemple, on va faire entité, j'ai déjà utilisateur. Voilà. Ici, je vais lui indiquer, je peux rentrer à la main une liste de valeurs, ça c'était comme d'habitude, ça c'est le fonctionnement classique. Je peux lui dire que sa liste de valeurs provient d'une base de données. D'accord. Ici, on va trouver les tables dans lesquelles je suis autorisé à faire des requêtes. Alors, c'est une liste blanche de tables, c'est-à-dire que c'est contrôlé côté serveur. On va pouvoir dire cette table est accessible, cette table est accessible, cette table est accessible. C'est-à-dire que si je ne les vois pas dans mes entrées, je pourrais demander côté exploitation à rajouter en liste blanche une table. Par défaut, on a entité et utilisateur. Donc là, je vais choisir ma table. Dans ma table, je vais pouvoir ajouter, enfin dans la requête, je vais pouvoir ajouter dans la visualisation en fait du résultat des colonnes. On va mettre short label. Voilà. On va pouvoir indiquer des séparateurs. C'est-à-dire ça, c'est pour pouvoir les visualiser proprement dans la liste, hein, qui s'affichera. Tout type de séparateur. On va pouvoir. Là, je mets un espace. Ça pourrait être. On peut mettre un tiret là. On va mettre le tiret par exemple. Voilà, entre deux. Des parenthèses. Tout un tas de présentations qui sont laissées à l'appréciation de l'administrateur. Ensuite, on a l'identifiant cible. C'est l'ID que je vais stocker. Et la clause de requête, ça va être mon filtre. D'accord. Ici, je veux toutes les entités. Donc, je veux qu'il affiche l'identificateur et le nom court, le libellé court de l'entité. Voilà. Donc là, je fais modifier. Voilà. J'en avais déjà préparé un pour les utilisateurs courriers ici. Donc, si je prends les utilisateurs, ici, je vais avoir le nom et le prénom avec un espace entre les deux. Je veux tous les utilisateurs et j'ai demandé un tri. D'accord. Pour que la liste s'affiche correctement. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai renseigné mon modèle d'enregistrement courrier arrivé avec ce champ perso, qui est une requête de base de données sur mes utilisateurs. Donc là, on voit que je l'ai affiché, je ne l'ai pas rendu obligatoire. Et quand j'applique sur la liste déroulante, ici, je vais avoir tous mes utilisateurs avec un tri. Et on a la mécanique de filtre quand on... Voilà, la mécanique de filtre qui est complémentée. Donc voilà le fonctionnement. Donc entité, utilisateur et d'autres bases qui seraient mis dans la liste blanche. D'autres données. Les données sensibles n'étant pas accessibles. Hein, Florian. Il y a un certain nombre de Ouais, données sensibles qu'on ne pourra jamais choper en requête. les mots de passe, par exemple. Ouais. Donc là, si je voulais le mot de passe de l'utilisateur, je ne pourrais pas l'avoir. Le champ personnalisé, je l'ai placé effectivement dans mon modèle, et dans mon modèle, j'ai le comportement attendu du champ, obligatoire ou pas. Et Avec sa juste pour fiche. compléter aussi, du coup, ce champ, il est visible dans la recherche, dans les champs de fusion, l'export, etc. C'est comme un champ, comme les autres champs.
nouveauté qui est apparue, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, parce qu'il y a eu encore des questions qui ont tourné et tout ça, sur le fait de pouvoir changer les modèles d'enregistrement. Ouais, Euh, ça c'est bien ça. Voilà. Donc en fait, quand on était avant, si je suis utilisateur, là je suis en traitement ou je peux être en qualif. Ici, je pouvais avoir les informations et là je permets ici à l'utilisateur, puisque j'ai affecté des droits spécifiques, de dire bah c'est pas du tout un courrier départ, c'est un autre type de doc, d'accord, à condition de l'avoir activé. Donc je peux l'activer en qualification ou ça. L'endroit où ça se passe, c'est dans l'administration. On va se connecter en tant qu'administrateur. Et ici, on va aller sur les bannettes. Donc, par exemple, si je prends, là, j'étais sur Barbara sur les courriers à traiter. Je vais reprendre mes courriers à traiter. Barbara elle était dans le groupe des utilisateurs. Et on était sur les actions par défaut des listes de résultats. Donc ici, dans la liste de résultats, c'était le comportement attendu, c'est-à-dire que ça ouvrait la fiche de traitement, c'est ce que ça a fait. Ça s'est positionné sur un onglet, donc ça, c'est un paramétrage aussi. Quel onglet par défaut j'affiche, quelle page j'affiche aussi, chose. Et vous voyez deux droits positionnés. Il y en avait un qui était là présent avant et l'autre qui s'est associé à ce switch. C'est de dire, est-ce que j'autorise cet utilisateur, à partir de là, à pouvoir modifier les métadonnées. Donc si je décoche la possibilité de modifier les métadonnées, ça décoche tout, c'est logique. Si j'autorise la modification des métadonnées de courrier, j'autorise pas forcément le changement de modèle. Il faut que je l'ajoute en plus. Donc à partir de là, l'utilisateur a le comportement que je vous ai montré juste avant, le fait de pouvoir associer un modèle d'enregistrement différent au courrier. Alors la mécanique, si un champ est commun aux deux modèles, il va reprendre la valeur qui était là. S'il y a des nouveaux champs, évidemment, on va attendre la saisie d'une donnée. Enfin, ils vont se comporter normalement. S'il y a une donnée par défaut, elle sera affichée. S'il n'y a pas de donnée, il faudra en saisir une. Et les champs qui ne sont plus présents dans le nouveau modèle n'apparaîtront plus jusqu'à la validation. Alfresco, je vais passer vite parce que vous n'avez pas forcément l'occasion, mais ça a intégré aussi cette version, enfin ces tags différents. Le fait d'administrer le connecteur Alfresco, c'est-à-dire de déposer des documents sur une instance Alfresco. Donc on trouve ça dans l'administration. On indique l'URL de l'API Alfresco. Voilà, c'est l'URL communiquée par le client. Et ensuite, avec cette URL, on va pouvoir configurer des comptes, donc identifiant mot de passe. On va configurer un dépôt racine. Un dépôt racine, c'est un nœud Alfresco, c'est-à-dire c'est une suite de chiffres. On ne peut pas la deviner, il faut la connaître. C'est quand je fais une action d'envoi vers Alfresco, je vais me connecter sur l'API avec des identifiants autorisés et le home, ça sera ce dépôt racine. C'est-à-dire qu'après, l'action envoyée vers Alfresco, elle parcourra les dossiers disponibles sous ce dépôt racine. Voilà. Elle me présentera les dossiers qui sont dessous. Donc l'utilisateur pourra naviguer au sein de ce dépôt racine. Autre chose, je peux associer un compte Alfresco à une ou plusieurs entités, une seule, enfin jamais deux comptes Alfresco à la même entité, mais je peux dire que la direction générale des services et la direction générale des finances ici ont accès à ce dépôt racine. Je peux très bien imaginer un autre dépôt racine pour une ou plusieurs autres entités, que chaque entité ait son dépôt racine. Donc l'utilisateur qui va faire l'action d'envoi vers Alfresco n'aura pas forcément la même arborescence qui lui sera présentée en fonction de ça. Voilà. Thésaurus mots-clés, je ne sais pas si je vais m'étendre. On a rajouté, on l'avait vu, donc je vais vite passer sur le fait qu'on ait rajouté un certain nombre de données, de métadonnées sur les mots-clés pour prendre en compte le périmètre qu'on avait dans le Thésaurus. C'est dans le mode avancé, avec une arborescence principalement et des indications d'utilisation, c'est-à-dire utilisé pour tel mot-clé, tel utilisé dans tel contexte.
la possibilité de les imbriquer. Voilà. Donc c'était pour récupérer dans une seule fonctionnalité à la fois mots-clés. Hein, on voit bien que je suis passé en mode avancé ou mode standard. Donc les simples mots-clés avec un mode avancé qui serait un mode thésaurus. Voilà. Donc en fait, la conversion, donc on utilisait avant des librairies basées sur LibreOffice. Ça c'était la conversion UnoConf classique. Donc dans le cas de certains clients qui utilisent que du DocX ou des documents bureautiques de la suite Microsoft, en fait il y avait des mises en page. Quand la mise en page était relativement complexe, il y avait des grosses pertes de cohérence d'affichage, hein, après conversion entre un document DocX qui était passé dans une conversion PDF via les librairies de LibreOffice. Donc du coup, la conversion là, elle permet d'utiliser la génération du PDF par LibreOffice. Donc il y aura une très forte adéquation entre le document, le DocX et le rendu PDF. Je dis une forte adéquation, c'est pas 100%. Hein. On peut avoir ça dépendra aussi de la mise en page, ça dépendra d'un tas de facteurs. Il peut y avoir une légère dégradation des images, enfin ça dépend de petites options. Par contre, le pendant, c'est que si j'insère si je fais de la conversion avec de l'ODT, là, du coup, je perds en fidélité. On peut pas avoir quelque chose qui est fidèle dans les deux cas. Enfin, qui est aussi fidèle en ODT qu'en DocX. Donc là, la conversion LibreOffice, c'est bien si j'utilise du DocX, etc. Ça sera très fidèle. Hein. C'est automatique au moment de la génération du PDF. C'est le Edge Chromium maintenant. Edge en version Chromium a fait son apparition dans les prérequis et dans le support de marche courrier. Donc aujourd'hui, on a Firefox, on a évidemment du Chrome et on a chez Microsoft le Edge Chromium. Okay, donc zéro différence constatée avec un Chrome, quoi, en fait, sur la compatibilité. Donc aujourd'hui, ça s'étend. C'est bien Edge Chromium, hein, parce qu'il y a une autre version de Edge. Avant, c'est Edge HTML, qui est une. Déjà la fonctionnalité d'édition avec Collabora. Ouais. Bon, ça, tu peux fermer, on en reparlera après. Donc là, on va créer un courrier. Alors, va déjà dans mon profil pour montrer le paramétrage. Ferme. Ouais. Donc, voilà, mon profil. Et donc là, comme on avait avant avec OnlyOffice, donc maintenant, on a aussi Collabora, donc on peut choisir. Là, il n'y a pas OnlyOffice parce que je ne l'ai pas activé sur mon serveur, parce que je ne l'ai pas paramétré, donc je l'ai désactivé. J'ai paramétré Collabora, donc il est activé et donc il est sélectionnable ici. Donc une fois que la personne a choisi ici, donc à chaque fois qu'elle va éditer un document, ça va utiliser Collabora. Donc là, si tu vas créer un courrier, ici, ouais, tu peux remplir quelques métadonnées à gauche pour montrer que même avec Collabora ou comme OnlyOffice, il y a toujours la fusion des données qui est faite au moment où on ouvre le document. Là, mais invitation. Voilà, un objet. Là, tu peux mettre, ouais, peu importe, rue, marche, et ça existe. Voilà, et donc là, tu peux choisir un modèle à droite. Bon, après, c'est pas important. Choisir un modèle, il y a un modèle EDI. Voilà, et donc là, dès qu'on choisit le modèle, hop, ça va ouvrir Collabora. Donc là, tu peux cliquer dessus. Le petit rappel comme classique pour dire que tout est fusionné sauf le numéro chrono. Donc là, on voit bien qu'il y a tout ce qui est fusionné, sauf la référence du dossier vers le haut, où il y a toujours les balises parce que c'est le numéro chrono qui sera fusionné après. Et donc là, pour information, en fait, Emmanuel il est connecté sur mon instance. Et moi, depuis mon instance, en fait, j'utilise le paramétrage pour me connecter au Collabora chez Guillaume. En fait, on est vraiment en rebond. Il y a du rebond. Hein. Et on voit bien que ça a été rapide là.
Bah, c'est ça, c'est ce que je me disais, ça a l'air beaucoup plus rapide qu'OnlyOffice en termes de temps de chargement. Ouais, c'est ça. Bon, Ouais, parce qu'il gère pas tout ce qui est stockage aussi, en fait. D'accord. Ce que fait, en fait, OnlyOffice. Collabora, lui, c'est vraiment de l'édition pure. Ouais. Tu peux refaire le. Parce que c'est vrai que c'était super rapide. C'est sur toutes impressionnant. nos instances, à chaque fois qu'on a testé, là, c'était beaucoup plus rapide. Enfin, c'était rapide. D'accord. Et là, bah, on voit bien, même à distance, c'est très rapide. Parce que pour les démos, faudra que je me mette plus en Collabora, quoi. Bah là, Collabora, pour l'instant, il n'y a pas d'instance d'intégration Ouais. que OnlyOffice, mais on pourrait, hein, c'est pareil, c'est un Docker qu'on peut installer. Ouais, faudra en monter un, je pense. Mm. Et le moteur de rendu qu'il y a derrière, c'est quoi la différence par rapport à OnlyOffice? C'est vraiment différent ou il y a des similitudes? Il me semble que Collabora, c'est basé sur LibreOffice. C'est ça, Guillaume? Si tu peux- Ouais. Oui. Oui, c'est ça. C'est... Ouais. T'auras C'est ça. si tu mets un DocX dedans, tu auras le même rendu que tu avais avant. Enfin, grosso modo. Bah, C'est grosso vrai. modo, effectivement, si c'est un DocX qui est chargé, il risque d'avoir des petits soucis, vu que ça utilise de toute façon LibreOffice derrière. D'accord. Pas mieux que ce qu'on faisait nous. Enfin, sur Oui, là, Bah, c'est pour con- les gens qui utilisent LibreOffice, en fait. Ouais. D'accord. Oui. Et pour la conversion PDF, vous faites comment alors? On utilise, enfin, s'il y a OnlyOffice, on utilise OnlyOffice. Sinon, on utilise UnoConf. S'il y a Ah oui. Collabora, on n'utilise pas Collabora parce qu'on a vu que c'était pas mieux. C'était exactement pareil que UnoConf. Et est-ce Bah qu'il oui, vaut puis- pas mieux utiliser UnoConf quoi qu'il arrive quand on se sert de Collabora? Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça Ah, mais qu'on c'est ce fait. qu'on fait. Et c'est Ah, ça. c'est ce ce que vous qu'il a faites. dit, ouais. Ok. D'accord, j'avais compris que vous utilisiez une OnlyOffice, pour ça je comprenais plus. Ok. Bah, Enfin, oui, Très s'il y a OnlyOffice activé, on utilise OnlyOffice. Oui, parce que OnlyOffice, c'est Word. D'accord. Ouais. Ah, Il y a mais les API Word. j'ai bien compris. Ok. Merci. Ok. Tu peux rouvrir un doc alors Bien sûr. Daniel Donc là, je réouvre un modèle. Hein. EDI. Là, mon modèle, par ailleurs, c'est un DocX, hein, il me semble. Je sais pas si on va le voir. On a des clés. Attention. Chronomètre. Vache. Ah Ouais, c'est un DocX, on le voit en haut à droite là. Donc même un DocX, enfin, ça marche quand même. Hein, c'est pas. Ah oui, Bah, oui, disons qu'après, quand c'est de l'affichage assez simple, ça va, c'est assez fidèle. Quand ça commence à avoir des choses compliquées dans le Exactement. modèle, ça Plus on devient. complexifie un modèle, plus on aura une différence de rendu. Plus c'est simple, moins il y aura de différence. Toujours pareil. Et puis il peut y avoir des petites différences sur des balises de centrées à gauche, à droite, dans une cellule et tout ça. Il peut y avoir pas mal de petites différences comme ça. Donc ça nécessite, si on voit des différences, de retravailler un peu son modèle. Voilà. Sinon, bah, on est dans une autre interface. Hein. On a un panneau à droite avec, voilà, enfin, on connaît un petit peu. Voilà. Ouais, À après droite, c'est en haut. classique. C'est classique, hein. C'est un Les éditeur options. avec un zoom. Un zoom. Voilà, donc je vais valider. Là, faut sortir du plein écran, voilà. Là, fait une petite modif. Ah. Voilà, et donc du coup, dès que tu as fait la modif, tu as le bouton valider qui apparaît et tu peux valider comme avec OnlyOffice. Les métas sont bonnes. Je valide. Il est chez qui là, la liste de diffusion? Là, bah, il va aller chez. Bah, t'as pas enfin, il n'y a pas de liste de diffusion par défaut, donc là, mais Je suis bien. B20, ouais. Et voilà, donc il y a le courrier modifié. Donc après, on peut modifier ici, ça utilisera Collabora, et quand on va créer des pièces jointes aussi, ça utilisera Collabora. Donc pour installer Collabora, donc il y a la documentation qui est en ligne là. C'est un Docker. Alors que maintenant c'est paramétrable, donc dans modèle d'enregistrement. Ici, courrier départ. Et donc là, on va descendre un petit peu dans le champ entité traitante. Donc on a rajouté un nouveau mot-clé qui est mon entité primaire. Donc ça veut dire que quand on va utiliser ce modèle, dans le champ entité traitante, par défaut, ça va être mon entité primaire.
Et en plus, je serai positionné en tant qu'attributaire. Ah, c'est pas la liste, Ah, ouais, c'est pas la liste de diffusion par défaut. Ah, C'est bien pas la vu. liste de diffusion par défaut, c'est l'utilisateur connecté qui sera mis en tant qu'attributaire. Sur son Super. entité primaire. C'est ce qu'on Voilà. veut. Donc ça reprend le fonctionnement comme avant, sauf que là, c'est paramétrable. Alors après, juste D'accord. petite précision, le positionnement de la personne en tant qu'attributaire se fait que si c'est de catégorie courrier départ. Oui. Si c'est une autre catégorie, en fait, ça va par contre là te charger vraiment le modèle par défaut de La liste ton de entité. diffusion. Ouais. Ouais. Donc là, tu peux créer un courrier pour voir comment ça marche. Là, tu mets courrier départ, voilà. Vas-y. Et ensuite, donc dans le champ entité traitante. Donc là, entité traitante, pour Pôle Jeunesse et Sport, j'ai pas de liste de diffusion par défaut. Mais grâce au paramétrage qu'on a fait, ça me met Barbara Bain, qui est la personne connectée, Oui. ça la met en tant qu'attributaire. On l'avait vu tout à l'heure, j'étais obligé de refaire, d'indiquer. C'est ça. Il n'y avait pas de liste. Donc là, Donc, c'est. Ouais. voilà, c'est le petit truc à savoir. Maintenant, c'est paramétrable. Ensuite, il y a le super admin. Alors, nouveau super admin, on va faire déjà ça. Alors, avant, comme tout le monde le savait, on avait juste un super admin qui s'appelait super admin. Et donc, du coup, maintenant, ça, c'est que sur Develop. Hein. Oui. Là, ce que j'ai dit juste avant, ça va être valable sur la 20.03. Prochain tag. Voilà, prochain tag. Ce que je dis maintenant, là, pour le super admin, c'est que du Develop. Hein. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a donné la possibilité de désigner n'importe quelle personne en tant que super admin. Et donc, quand il sera, par exemple, si je mets Béban en super admin, elle aura exactement les mêmes fonctionnalités, les mêmes droits que l'utilisateur super admin. Donc, pour faire ça, on va aller dans l'administration des utilisateurs. Voilà. Alors déjà, on a mis en évidence les super administrateurs. On va trouver un nom. Pour l'instant, on va dire super administrateur. Donc, les personnes qui sont en gras, c'est des super administrateurs. Donc là, on va créer un utilisateur dans Ajouter. Donc là, classique, on a l'identifiant, tout ce qu'on veut. Donc, tu peux remplir comme tu veux. L'identifiant en haut. Voilà, le courriel. Et donc, on voit le champ, un nouveau champ qui est disponible en dessous, c'est le type de compte. Donc, par défaut, c'est standard, donc c'est comme avant, c'est un utilisateur classique. Et si tu cliques dessus, donc maintenant, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit c'est un compte de web service, soit, et donc du coup, il y a deux options pour super administrateur. Soit la première option, c'est administrateur, donc ça va être vraiment comme super admin. Sauf qu'il sera visible, en fait. Ça va être un administrateur qui sera visible, donc on pourra lui attribuer des courriers, etc. Il sera visible dans toutes les autocomplétions de l'application. Soit l'administrateur en mode invisible, et là, c'est vraiment comme super admin. C'est-à-dire, il a tous les droits, mais il n'est pas visible dans l'application. C'est-à-dire, on ne peut pas lui donner des courriers. C'est pas un opérationnel dans les workflows, quoi. Voilà, il est là juste pour administrer, en fait, l'application. Et en fait, là, oui, tu peux mettre administrateur, par exemple, et enregistrer. À savoir que seuls des super administrateurs peuvent donner les droits de super administrateur, et seuls des super administrateurs peuvent enlever des droits à super administrateur. Comme ça, c'est pas n'importe qui met n'importe qui en tant que super administrateur. Et donc le fait de pouvoir désigner n'importe quelle personne en tant que super administrateur, ça renforce la sécurité parce que sinon, dans toutes les applications marche courrier, on sait par défaut en fait qu'il y a l'utilisateur super admin. Ouais. Donc c'est beaucoup plus facile à hacker parce que déjà l'identifiant, je le connais, il y a super admin, j'ai juste à trouver le mot de passe. Et alors, si je trouve ça, du coup j'ai accès à toute l'application. Alors que là, du coup, n'importe qui peut être super admin.
Et donc, on pourrait très bien supprimer l'ancien superadmin avec l'identifiant superadmin et désigner, par exemple, Bébin en tant que super administrateur. Je peux t'enlever les droits, moi, comme je suis super. Non, c'est Ben, elle est pas super admin. Si, elle est super admin. Si là, elle est super admin, donc Par tu exemple, peux à toi, je enlever- peux t'enlever. Je peux Voilà. dire standard. Voilà, c'est ça. Et donc après, on pourrait supprimer l'ancien super admin, comme ça, il n'existe plus. Et là, donc on arrive dans une version finie de l'installeur V2. Donc là, ça fonctionne bien, tout est finalisé, sauf la gestion de langue là qu'on voit. Là, on peut choisir français-anglais, mais pour l'instant, si on choisit anglais, ça fonctionne pas. Florian, j'ai une question par rapport à l'accès à cette page. Est-ce qu'elle est protégée? Ouais, ça, il reste encore un ticket sur ça, sur la D'accord, protection, super. de En, ça. en fait, il faudrait la protéger avant la première install. Et puis aussi, une fois que c'est installé, c'est-à-dire qu'on puisse pas rajouter des nouveaux customs, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, bon, c'est classique, petit résumé de ce qui va se passer. Tu peux passer à l'étape suivante. Là, récapitulative donc des prérequis. Si les prérequis sont pas là, ça sera en rouge. Donc là, tout est vert. Tu peux passer à l'étape suivante. Là, donc les informations de base de données. Utilisateur mot de passe, tu peux mettre marche. Marche. Le nom, tu peux mettre démo, par exemple. 2 mots, voilà. On vérifie les informations. Donc, ça vérifie est-ce que toute la configuration est bonne. Ah, Non, tu contrôles là, maintenant. Ah je ouais, sais. il y a du contrôle. Parce que la dernière fois. Ouais, démo. L'accent, c'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, donc vérifier les informations. Tac. Donc, à savoir que maintenant, dans la mécanique, tout est fait à la fin. Avant, ça crée la base de données. Après, ça crée les doc serveurs à chaque étape. Maintenant, tout est fait à la fin. Comme ça, en plus, s'il y a des erreurs, on peut rejouer juste la partie en erreur, etc. Là, les doc serveurs, donc tu peux faire vérifier les informations. Là, donc c'est la partie personnalisation. Donc, on peut plus personnaliser qu'avant. Donc, déjà, on peut choisir l'identifiant de l'instance. Avant, l'identifiant était égal au nom de la base de données. Maintenant, on peut vraiment choisir l'identifiant. Donc pareil, il y a des contrôles, on ne peut pas mettre d'espace. Le nom de l'application, donc ça c'est ce qui est dispo dans le config, les messages sur la page d'accueil ou sur l'écran. Donc là maintenant c'est paramétrable directement ici. Est-ce que tu veux? On peut changer donc l'image de fond sur la page d'accueil et aussi choisir le logo. Choisir un logo là? Non, parce que tu n'as peut-être pas le logo adéquat. Parce qu'il y a des règles sur la. Ah, il y a des règles, parce que sinon j'aurais pris une image, un logo que j'avais. Non. Et donc là, après, tu peux faire, si tout est bon, tu peux passer à l'étape suivante. La petite flèche à droite. Et là, donc ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le superadmin. Donc là, dans l'installeur, on peut désigner un identifiant. On peut créer un utilisateur, du coup, superadmin. Donc là, l'identifiant, il faut le changer. Il ne faut plus que ça soit superadmin. Tu mets ce que tu veux, EDI par exemple. Voilà, prénom, nom. Et donc, l'utilisateur qu'on va créer, là, avec l'identifiant EDI, il sera mis automatiquement en tant que super administrateur. Donc, ça sera exactement pareil que le super admin avant. Donc, la mot de passe, etc. On peut choisir le courriel. On est obligé de changer l'identifiant, on peut pas laisser à superadmin. En fait, si tu laisses super admin, en fait, il va te dire que ça existe déjà. Parce que le super admin est déjà créé dans le datafr.sql. D'accord. Et donc, dans la mécanique, ce qu'on fait, là, en fait, on passe le datafr et après, on crée cet utilisateur. Donc, si tu laisses superadmin, il va te dire que l'utilisateur superadmin existe déjà. Bien sûr. Et du Donc, coup, actuellement, oui, il faut modifier l'identifiant.
Ok. Et est-ce que ça sous-entend du coup que l'utilisateur super admin qui a déjà créé disparaît par la suite ou au contraire ça fait au final deux admins, celui qu'on définit ici et le super admin qui est là de base? Pour l'instant, il est toujours présent, il sera toujours présent dans l'application. Super. Après, on pourrait dire que dans le data.fr, on enlève super admin en Ouais. fait. Bien sûr. Puisque maintenant, via l'installeur, on le crée toujours. Ok, Sauf que si super. c'est des installations manuelles, il y en a peut-être besoin. Donc pour l'instant, on va le laisser, le super admin. Après, charge à vous de le supprimer quand même. Ok. T'as Comme raison, c'est votre utilisateur super admin, bah, c'est celui-ci que vous avez créé, c'est EDI. Donc l'autre super admin, en fait, il sert à rien. Et c'est mieux de le supprimer parce que comme ça évite d'avoir un identifiant que tout le monde connaît. Et là, tu peux passer donc finalisation et là, commencer l'installation. Donc un petit message pour dire attention, ça va partir. Et là, hop, ça fait toutes les étapes. On voit la progression. S'il y avait une étape du coup un échec, par exemple création d'utilisateur, tu aurais laissé super admin. Là, il y aurait eu un petit croix rouge disant l'identifiant existe déjà. Et donc, tu aurais pu revenir juste à l'étape d'utilisateur système. Tu modifies l'identifiant et après tu relances l'installation et ça aurait fait juste la dernière étape. Juste la dernière étape en erreur. Ok, super. Bien vu. Là, c'est beaucoup plus flexible, il y a plus de contrôle qu'avant, tu peux revenir juste aux étapes, enfin, c'est beaucoup mieux, quoi. Donc là, tout est vert et donc tu peux accéder à l'instance. Tu peux cliquer dessus là. Et là, tu es redirigé directement. Donc là, connecte-toi. On va aller jusqu'au bout du truc. Là, donc tu utilises ton identifiant donc, que tu as créé. Donc c'est le mode super admin. Voilà, tu peux te connecter. Donc du coup là, pour un rappel en fait, après l'installeur en fait, lorsqu'on se connecte en mode super admin, on a fait en sorte de créer un petit didacticiel en fait qui va indiquer les étapes importantes à faire. Donc là en fait c'est pour ça à chaque fois il y a ces petits messages qui apparaissent. Ces messages apparaissent, enfin dès qu'on l'a fait une fois après ils apparaissent plus et c'est que en mode super administrateur. Donc là, il nous dit qu'il faut aller dans l'administration, que ça va ça va nous indiquer comment paramétrer des mails, comment paramétrer des notifications. Et donc là, hop, on suit le Excel, on va dans l'administration et il nous dit il faut créer un email. Donc là, tu peux faire l'étape suivante si tu veux. Hop, ça nous dit qu'il faudra remplir les informations. Vas-y, étape. Ça nous indique qu'on pourra vérifier que c'est bon, que les informations sont correctes. Et donc là, tu peux cliquer sur J'ai compris. Et ensuite, donc, ça sera à vous, comme vous êtes dans l'écran, en fait, vous pouvez paramétrer directement votre serveur de courriel. Et donc, une fois que c'est fini, vous pouvez aller dans l'administration. Et là, on a créé une deuxième étape qui est pour la gestion des notifications. Bon, là, tu peux mettre la croix, hein, c'est pas important. Pour l'instant, on a juste deux étapes, email et notification. On verra si on crée plusieurs étapes.